J'imagine ce qui participe à faire la qualité d'un article, c'est en général de descendre en bas et de voir les notes et sources. Et alors ça, c'est une chose que j'ai découvert la première fois. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi deux qualités de sources. Une qui est considérée comme plus importante, ce sont les sources secondaires par rapport aux primaires. Alors c'est quoi cette distinction entre les différentes sources? C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé utiliser de sources primaires. Les sources primaires, c'est quelque chose qui est très important chez les historiens. C'est vraiment partir du document lui-même, et les historiens vont utiliser ces sources primaires, qui sont des documents d'archives, qui sont les documents de la pratique produits par une administration, etc., et va les analyser pour en tirer un discours. Mais pour faire cette analyse, il faut être spécialiste. Or, le principe sur Wikipédia, c'est qu'on n'est pas censé être spécialiste. Alors, peut-être qu'on l'est, mais ce n'est pas ça qu'on vous demande. Donc, ce qu'on veut sur Wikipédia, c'est utiliser des sources secondaires, c'est-à-dire aller voir non pas les documents eux-mêmes, mais aller voir ce que les spécialistes ont dit pour synthétiser ces documents produits par des spécialistes. Et donc, on va apporter des sources secondaires qui seront non pas le document d'archives, même s'il est disponible numérisé, mais le document produit par l'historien spécialiste, et dire notre connaissance actuellement vient du livre qui a été publié par M. Durand en 1998, et notre connaissance, c'est ça, jusqu'à plus ample informé, et je vais faire un résumé de ces thèses sur Wikipédia. Si d'autres personnes disent que M. Durand s'est trompé, il ne va pas le dire directement sur Wikipédia, parce que ce serait de la recherche originale, et on n'a pas les moyens sur Wikipédia de savoir si cette recherche est pertinente ou pas. Et donc, on va demander aux gens qui auraient quelque chose à dire sur la recherche de M. Durand de publier un article qui lui-même va prendre en place ensuite dans Wikipédia pour dire « M. Durand pensait A, mais il y a une nouvelle recherche qui a été publiée en 2016 et qui nuance certains points de vue ». Et ça se retrouvera dans Wikipédia quand les sources secondaires ont été créées. Et en effet, vous le dites, il faut bien comprendre que Wikipédia, ce n'est pas un lieu de publication, mais de synthèse. Avec, pour la synthèse, quelque chose qui est essentiel, qui est écrit en gros un peu partout, c'est la neutralité de point de vue. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est également très mal compris, c'est quelque chose qui est assez classique dans le monde, pareil, universitaire, de l'épistémologie, de la réflexion philosophique sur la vérité, mais pas forcément bien compris du grand public, parce qu'on vient d'une tradition de spécialistes qui amènent la vérité sur un plateau. Or, dès qu'on commence à rentrer un petit peu dans les arcanes de la création de la connaissance, il n'y a pas de vérité qui existe sur un plateau. Il y a des gens qui font des recherches, qui ont des analyses, qui ont des points de vue, qui sont généralement pertinentes sur l'ensemble, mais qui ne seront pas d'accord sur tout, avec un autre spécialiste qui aura son autre analyse. Et il y a finalement un discours savant, des discussions qui vont aboutir à un état de la connaissance qui lui-même va évoluer au fur et à mesure du temps. Et peut-être qu'actuellement, il y a un état de la connaissance entre deux spécialistes, mais il y a une nouvelle thèse qui va être faite, et on va mettre à jour certaines parties de cet état de la connaissance qui évolue. Et donc la neutralité de point de vue sur Wikipédia, c'est exactement ça, c'est de dire on ne va pas dire qu'il y a une vérité sur ce sujet, on va juste présenter ce que disent les spécialistes. Et donc, dans certains cas, les spécialistes sont d'accord et il y a un consensus scientifique qui existe que l'on va présenter, mais dans certains cas, les spécialistes ne sont pas d'accord, que ce soit vraiment sur le fond avec deux écoles complètement différentes, ou que ce soit sur des nuances, avec certains qui disent « Ok, on est d'accord sur l'ensemble, mais quand même, c'est quand même un petit peu bleu de ce côté-là », et d'autres vont dire « c'est un petit peu vert de ce côté-là ». Et donc, la neutralité de point de vue, c'est juste clairement présenter ça, dire ce qu'on sait, ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est ça, mais il y en a qui pensent un petit peu ça et d'autres qui pensent un petit peu ça, et on le dit clairement, avec un exemple que l'on prend pour faire bien comprendre ça, qui est un petit peu caricatural, mais qui est assez réel et qui montre là où on va, c'est-à-dire que si Wikipédia avait existé au XVIe siècle, on aurait dit que le Soleil tourne autour de la Terre, parce qu'à la fin du Moyen-Âge, c'est ce qu'on pensait, l'état de la connaissance, c'était ça. Puis Wikipédia, en 1600 ou en 1630, aurait commencé à dire globalement, les scientifiques pensent que le Soleil tourne autour de la Terre, mais il y a des nouvelles thèses qui pensent qu'il y a finalement plus de phénomènes physiques qui s'expliquent si on inverse la chose et qu'on pense que c'est la Terre et les autres planètes qui tournent autour du Soleil. Et en 1700, Wikipédia aurait clairement dit la Terre tourne autour du Soleil. Il y a encore quelques milieux traditionnalistes, plus pour des raisons religieuses que scientifiques, qui pensent la thèse inverse, mais le monde scientifique pense maintenant ça. Et donc, c'est vraiment ça, de ne pas vouloir dire la vérité, mais de dire la connaissance scientifique actuellement, le consensus scientifique actuellement, c'est ça, et attribuer les points de vue aux différents chercheurs.
Oui, ça c'est très important de comprendre que Wikipédia non plus ne détient pas la vérité, mais qu'il y a des points de vue et qu'il faut les aborder avec neutralité. Et qui ne le ferait pas pourrait avoir un bandeau. Alors il y a 2 catégories de bandeaux, il y a les jaunes et les rouges. Bon, les jaunes, souvent ça peut être un peu pis-aller, un poil publicitaire. Et puis il y a les rouges aussi, où là on commence à se demander si la page va rester là. Donc ça c'est aussi une annonce qui est montrée à tout le monde. Et vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les historiques sont préservés et aussi toutes les discussions. C'est-à-dire que quand il y a un bandeau, ça vaut le coup de regarder dans l'historique, dans les discussions, pour comprendre un petit peu plus que ce qui nous est dit là, puisque finalement le bandeau nous encourage à nous méfier un petit peu, quoi. C'est ça, le rôle du lecteur est fondamental dans Wikipédia, ce qui va justement à l'encontre d'un certain nombre de critiques qu'à une certaine époque sur est-ce que Wikipédia est fiable ou pas, on y lit n'importe quoi. Précisément, Wikipédia se présente comme un projet, comme quelque chose qui se construit au fur et à mesure et est extrêmement clair sur la manière dont ça se construit. Donc on sort complètement de l'approche traditionnelle de ce livre est publié chez un éditeur commercial, il a été choisi, donc c'est la vérité, vous pouvez faire confiance. On sait très bien que c'est une approche un petit peu naïve, mais ce n'est pas quelque chose qu'on dit si clairement que ça dans la société. Donc il est très intéressant que Wikipédia dise les choses clairement, c'est-à-dire que sur Wikipédia, on dit clairement, on essaie de construire ensemble une encyclopédie avec une information qui soit la meilleure possible. Parfois c'est bien fait, parfois ça ne l'est pas. Il y a des articles qui sont bons, il y a des articles qui ne le sont pas. Il y a des articles qui sont mauvais, mais ça serait bien qu'on le fasse devenir bon et on vous dit ce qu'il faudrait faire pour qu'il soit meilleur. Et si un article est mauvais, on dit cet article existe, c'est mieux que rien, mais faites attention. Et globalement, comme sur plein de choses dans votre vie de tous les jours, un article qui est médiocre, ça peut vous suffire parce que ce n'est pas très important, vous venez chercher une information ponctuelle et vous aurez cette information, mais si vous en avez d'autres usages, il faudra faire un petit peu plus attention. Comme tout simplement, moi je viens faire mon enregistrement ici, c'est la première fois que je viens ici, je dois être à l'heure exacte. Si je demande mon chemin dans la rue, j'aimerais bien que la personne me donne une information exacte. Et donc, je vais peut-être demander à 2 personnes pour être sûr que je ne suis pas parti dans le mauvais sens. En revanche, si je suis en train de me balader, je demande à une personne, si c'est un petit peu trompé, ce n'est pas très grave. Donc là, sur Wikipédia, c'est pareil. En fonction de si finalement cette information, vous l'utilisez avec des conséquences importantes, vous pouvez être un petit peu plus coulant et ce n'est pas très grave si l'article est moyen. Certes, c'est toujours mieux d'aller croiser vos sources, etc. Mais si c'est juste pour regarder, ok, je me suis arrêté à quel épisode de Breaking Bad dans la liste des épisodes de Breaking Bad, que l'article ne soit pas une analyse de Breaking Bad approfondie, ce n'est pas grave. En revanche, si vous êtes en train de rédiger votre thèse de doctorat et que vous aimeriez avoir des informations approfondies, évidemment qu'on va vous conseiller de faire attention à ce que vous lisez, de lire en plusieurs langues, de suivre les liens vers les sources et de faire attention un petit peu dans votre lecture. Et Wikipédia est extrêmement clair sur ça. Wikipédia n'assure aucune qualité et donc va vous dire clairement si les articles sont bons ou pas et va vous dire très clairement faites attention quand vous lisez Wikipédia. Alors la vraie, il y a les sanctions, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'être entre guillemets interdit de Wikipédia, peut-être aussi parce qu'on a gravement vandalisé, et c'est assez rare, mais ça arrive. Et puis il y a aussi de voir sa page qui passe en PAS, en page à supprimer, alors là c'est l'horreur, parce qu'elle va, il y a de discussion et elle va être supprimée ou on va enlever la possible suppression de cette page. Alors question, les pages qui sont, et ça peut faire débat pendant des semaines ou des mois. Alors c'est assez rigolo de voir que finalement les bandeaux peuvent apparaître en quelques minutes. Après, ils peuvent mettre des mois à disparaître. Quand les pages, dans le cas où elle est plus supprimée, ça sera dans l'historique et puis c'est tout. Il y aura eu un consensus pour la garder. Dans le cas du consensus pour la supprimer, qui est validé par l'administrateur, parfois demandé par le patrouilleur, donc c'est finalement assez structuré. Dans le cas où elle est supprimée, est-ce qu'elle reste visible? Est-ce qu'on peut encore en voir l'historique? Alors non, une page qui a été supprimée, vous n'avez plus accès au texte ni à l'historique, sauf si vous êtes administrateur vous-même. En revanche, une page qui est supprimée peut être recréée.
Et ça, c'est quelque chose qui existe régulièrement. Il y a en particulier, encore une fois, sur les articles de biographies de personnes vivantes, un article peut être fait sur une personne, on considère qu'il n'est pas assez important ou célèbre ou n'a pas eu des posts suffisants pour que l'article existe. La page sera supprimée, elle sera recréée un petit peu plus tard quand la personne aura pris un petit peu de galon ou de visibilité, et là, elle sera conservée. Et là, à ce moment-là, le fait de regarder le premier débat de suppression fera partie des choses qui auront lieu dans le deuxième débat pour savoir si est-ce que maintenant on la garde ou pas. Ça veut dire que quand elle a été supprimée, même les pages de discussion qui lui sont attribuées sont supprimées aussi? Elles ne sont pas entièrement supprimées, mais elles ne sont plus visibles pour tout le monde. OK. Alors, c'est intéressant aussi parce que quand on mesure le côté historique, discussion, etc., ce qui fait que finalement, la part, on va dire, non pas visible, mais enfin oui, on peut dire visible de l'iceberg, les pages, les contenus, les articles, c'est ce qui nous intéresse, finalement, ça représente que 20%, notamment en France, mais j'imagine dans le monde, des pages qui sont véritablement les plus consultées, quoi. Parce qu'il y a tout ça, il y a tout ce qui est à côté, et évidemment, c'est le fait de laisser des traces qui rend crédible avec tous les échanges. C'est ça, il faut que ce soit visible par tout le monde, mais c'est juste un besoin. C'est qu'on ne se rend pas compte, mais par derrière, les Wikipédiens discutent énormément et en plus adorent discuter. Il y a des débats qui durent des années et des problèmes insolubles dans lesquels les gens se jettent parce que débattre est aussi quelque chose qui peut être amusant pour un Wikipédien. Et donc, en effet, pour un article, il y a en réalité 5 pages par derrière de procédures, de discussions qui permettent à la communauté de fonctionner. Alors l'Internet, c'est régulièrement des nouveaux métiers, des nouvelles expertises, des expertises qui parfois on paye à prix d'or pour les grandes entreprises. Je pense notamment au SEO, au Search Engine Optimization. Et ce qui est intéressant, c'est que Wikipédia n'a jamais pratiqué le SEO, ça se saurait, ça se verrait, et en même temps est plutôt assez bien traité par Google. C'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, si on fait une recherche sur neige, voiture, banc en bois, on va tomber, on a 99 chances sur 100 de tomber sur une page Wikipédia. Oui, parce que finalement, les articles de Wikipédia sont du contenu assez qualitatif, qui est mis à jour rapidement, qui peut donner des articles sur à peu près n'importe quel sujet. Donc, c'est du pain béni pour Google, qui en présentant cette page dans les premiers résultats, sait qu'il donne quelque chose qui est globalement très correct, assez neutre. Il sait qu'il peut aller chercher dans ce site Internet systématiquement, que ça existe dans toutes les langues. Donc, c'est un petit peu la facilité pour Google. Et juste répondre à la demande du public qui, à partir d'un article de Wikipédia, trouvera l'information qu'il était venu chercher sur Google. Il y a pourtant quelque chose qui évolue actuellement, c'est que Google utilisait beaucoup Wikipédia aussi parce qu'il savait que beaucoup de gens cherchaient des choses factuelles. Et depuis quelque temps, Google a développé son propre système de réponse factuelle avec une espèce d'encart sur la droite d'une recherche et des données qui sont largement prises dans Wikidata. Alors, pas uniquement, et on ne sait pas exactement où Google va les chercher, mais il y a quand même pas mal de choses qui viennent de Wikidata. Mais du coup, Google a envie, pour le factuel, de se passer de Wikipédia et de donner les choses par lui-même, et finalement laisser les gens sur Google au lieu de les envoyer sur un autre site Internet. Et donc, il renvoie un petit peu moins vers Wikipédia depuis qu'il essaie de répondre aux questions sur Google. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que des artistes, je peux la citer, bien loin du vandalisme, mais s'amusant aussi un petit peu avec Wikidata, Wikipédia, Google. Je pense à Albertine Meunier qui avait réussi à tromper pendant quelques semaines. Et je crois que c'était lié au mouvement Dada, qui était rapproché du NetArt, ce qui est quand même 2 périodes historiques assez différentes, mais dans la communauté art numérique où on s'amuse comme ça avait fait un petit peu de bruit, ça avait fait un petit peu sourire, et puis c'était marrant d'associer la tendance Dada à des tendances plus contemporaines qui peuvent être Dada d'ailleurs à l'heure de l'Internet. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est l'égalité de traitement des sujets. Il n'y a pas de bon ou mauvais sujet, il n'y a pas de hiérarchie des genres. Finalement, c'est l'idée, c'est que ça intéresse des gens. Si ça intéresse des gens, il y a des sources. S'il y a des sources, on peut être traité. Il n'y a pas de hiérarchie.
Il n'y a pas de hiérarchie, il y a un côté assez relativiste à cette approche. Là encore, c'est quelque chose qui est à la fois une rupture assez importante avec les encyclopédies traditionnelles et finalement quelque chose qui n'est pas si nouveau. Rupture importante parce qu'une encyclopédie traditionnelle, c'était 30 000 articles, donc il fallait faire des choix, donc on ne parlait que des chefs-d'œuvre, des génies de l'humanité, que de thèmes bien particuliers, et aussi en lien avec une culture générale qui était quand même très très littéraire, où il était normal et de bon ton de savoir parler de Proust. En revanche, parler du théorème d'Al-Khwarizmi, ça ne fait pas partie de la culture générale traditionnelle du 19e ou du 20e siècle. Sur Wikipédia, ça change un petit peu, d'une part parce que la place n'est pas limitée, donc on peut parler de ce qu'on veut, donc il n'y a absolument aucun problème de parler non seulement des chefs-d'œuvre, mais de ce qui fait la littérature du 19e siècle de manière générale, de ce qui a fait l'art de la Renaissance de manière générale, et donc être beaucoup plus large, mais aussi traiter des phénomènes sociaux qui n'ont pas forcément leur place dans une encyclopédie, mais qui pourtant sont partout et qui sont traités par la recherche depuis très très longtemps. Il y a des sociologues qui travaillent sur les sex shops ou sur la sociologie des prénoms ou sur des choses qui n'apparaîtraient jamais dans les encyclopédies traditionnelles et qui pourtant font l'objet de cours de fac, de bouquins dans des très très sérieux et donc qui ne posent aucun problème. Et après, il y a donc le côté ouverture à des cultures nouvelles, là aussi venu du fait que notre société évolue, mais aussi qu'on est sur Internet, et donc la culture technique, la culture scientifique est finalement beaucoup plus importante. Et on voit que c'est des choses qui changent beaucoup dans notre société. Je pense que maintenant, quand vous faites une blague, vous faites référence au chat de Schrödinger, c'est compris par à peu près tout le monde. En tout cas, chez les moins de 40 ans, chez les gens qui sont allés au bac, ça fait partie, on peut faire une référence à ça. Alors que chez nos grands-parents, vous pouviez faire une blague en relation avec Victor Hugo sur la physique quantique, je ne suis pas sûr. Donc il y a des choses qui évoluent de cette manière-là. Et après, il y a aussi le fait qu'au-delà des approches universitaires et ainsi de suite, on a l'acceptation qu'il y a de la connaissance populaire qui existe et qu'on peut aussi travailler en relation avec le monde journalistique, en relation avec le monde de l'Internet, et qu'on peut écrire finalement sur des phénomènes du quotidien, sur des séries télévisées, sur plein de choses, sur lesquelles il y a une connaissance qui existe, même si ce n'est pas toujours une connaissance au sens validé par le monde savant.